Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. On ne sait plus quel superlatif utiliser dès qu'on parle d'eux. Ils sont forts, rapides, puissants, riches, beaux, célèbres, intelligents, bref, ils ont toutes les qualités, ils sont parfaits. Ce sont nos sportifs préférés, nos idoles. On a juste tendance à oublier que, comme vous et moi, ça reste aussi des êtres humains avec leurs défaillances, leurs fragilités, voire même leurs faiblesses. Mais ça, il est hors de question d'en entendre parler, il est hors de question même de le voir. Alors comme dit Jacques Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Mais qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on ne veut pas nous dire? Eh bien, on ne veut pas nous dire que sexe, drogue, alcool, racisme, sexisme, homophobie sont aussi présents dans le monde du sport pro qu'ils le sont dans nos sociétés. Et comme les plus grands sportifs sont devenus des marques qui valent très 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 cher, il est hors de question de salir la marque. Il est hors de question de toucher au sacré sous peine de subir la fureur des dieux du stade ou plutôt ceux du business. Mais ça, c'est pas grave parce que nous, on va quand même en parler maintenant. Alors, pour m'accompagner sur un sujet un petit peu touchy comme celui-là, j'ai le plaisir de retrouver Pierre Rondeau. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, consultant RMC Sport. Vous avez écrit un livre. Très bon livre. Un très bon livre que je conseille à tout le monde, Les tabous du foot. Vous avez été courageux d'attaquer un peu ce sujet. Alors les tabous du foot, sexe, alcool, argent, arbitrage, racisme, dopage. Donc ça tombe plutôt bien que vous soyez là aujourd'hui, aux éditions Solar. Et mon deuxième invité, que je reçois pour la première fois, et je suis pas peu fier de le recevoir, est une vraie personnalité du foot français, était un superbe joueur, un homme de cœur, Rio Mavuba. Salut. Bonjour Rio. Ça va bien? Ouais, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Rio, vous êtes aussi consultant à RMC Sport. Vous avez aussi écrit un livre qui est en fait un peu l'histoire de votre vie, c'est carrément l'histoire de votre vie. Rio Mavuba, capitaine de ma vie, l'exil, le foot, les Bleus, préface de Rudy Garcia, également aux éditions Solar. Et dans quelques jours, va avoir lieu la 8e nuit, je crois, de Makala, qui se déroule au Zénith de Lille, à 19h30 pour 3 heures de concert enflammé. Exactement. Avec qui comme invité? VG Dream, qui va avoir NASA, Kebla, Amel Bent. Je vais en oublier. Bon, bref, vous avez compris, il y en a beaucoup. Plateau, ouais. Il va y en avoir beaucoup. Ça va être la fête comme à chaque édition. Didier Drogba qui va venir. Didier Drogba. Ouais. Ok. Oui. On veut des noms, on a des noms. Et encore plein d'autres surprises qu'on peut pas bien évidemment divulguer pour l'instant. Ça, c'est un concert caritatif, clairement. C'est pour votre association Les Orphelins de Makala. Oui. Que vous avez créé en 2009. Exactement, en 2009 à Kinshasa. Pays dont sont originaires mes parents, et on essaie d'aider les jeunes à avoir une enfance normale, tout simplement. On essaie de les encadrer, scolarité, soins médicaux, enfin voilà quoi, pour qu'ils aient une chance. De toute façon, on va être amené, parce que j'ai lu votre j'ai lu votre livre, et on va revenir sur 2-3 événements que vous citez et dont j'aimerais parler avec vous. On va revenir au thème de l'émission. Pierre, la première question, elle est pour vous. Est-ce qu'effectivement, on nous cache tout, on nous dit rien? C'est pas qu'on nous cache tout, qu'on ne dit rien. On est tous au courant de choses. On lit dans la presse, à droite à gauche, on sait qu'il peut y avoir des cas. Le livre s'appelle Les tabous du foot. On parle de tabous. Moi, je n'accuse personne, je ne dénonce personne. Ce que je mets en avant, c'est qu'il y en a comme dans n'importe quel secteur, comme dans n'importe quelle société. Les footballeurs, les sportifs, mais n'importe qui, moi le premier, tout le monde, boit de l'alcool, fume, a des relations sexuelles. Il n'y a rien de grave à ça. Moi, ce qui m'inquiétait à l'écriture du bouquin, c'est de montrer qu'on sait que ça existe, on sait qu'il n'y a pas de dommages extrêmement forts, extrêmement durs, extrêmement lourds, mis à part 2-3 cas particuliers qu'on connaît aussi tous et toutes, mais que, vu la pression économique, vu l'obligation et l'imposition d'un lissage marketing, on cherche à cacher ces choses-là. On cherche à mettre en avant le sportif ascétique, le sportif en bonne santé, le sportif sain, le sportif qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui parfois... La machine, quoi. La machine qui parfois n'a pas de petite amie, n'a pas de relation sexuelle, n'a pas de femme. L'homme parfait qui pourra vendre des pages de pub, qui pourra vendre des marques, qui pourra vendre des vêtements, parce qu'il va devenir une tête de gondole pour une marque. Rio, vous avez démarré votre carrière en 2003 à Bordeaux, donc ça fait 16 ans.
vous avez senti, vous, une véritable évolution, un véritable changement quand vous avez commencé et maintenant, quand vous voyez les jeunes joueurs, l'approche du foot est la même, l'approche, la façon d'appréhender un agent, la façon d'appréhender un contrat, c'est la même chose ou à l'époque, quand vous avez signé, vous étiez juste content de rentrer dans un club, là où des gamins maintenant, je joue avec qui, combien je suis payé, vous sentez une vraie différence? Ah oui, clairement, c'est pas pour passer pour le vieux con, mais il y a une évolution de fou. Comme vous avez dit, que moi, quand je signe à l'époque, je suis content de devenir professionnel, de faire ce que j'aime. Voilà, mais aujourd'hui, après, tout est différent, ça a été plus vite. Il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés, il y a les agents maintenant qui vont, et les clubs qui recrutent de plus en plus jeunes. Donc, parfois, à 15 ans, ils peuvent avoir déjà des salaires, ils sont quasiment les plus gros salaires de la famille, les jeunes joueurs. Donc voilà, il y a vraiment une grosse évolution et faut s'adapter, et ça va très Oui, vite. vraiment, ce qui met en avant, c'est ça, c'est que comme le foot devient, et depuis maintenant de nombreuses années, le sport numéro 1 sur Terre, très tôt, les clubs consentent à des investissements assez importants sur des jeunes et veulent avoir un retour sur investissement. Le joueur devient un actif financier, finalement. Le joueur, dès l'âge de 14 ans, 15 ans, est signé, touche des contrats, touche des salaires qui, tu l'as dit, parfois dépassent largement les rémunérations de toute la famille, doit subvenir aux moyens de toute la famille. Mais à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, coupé du monde, qui voit une pression sociale et économique peser sur ses épaules tellement importante que oui, parfois, il dérive. Parfois, il peut perdre la face. Mais ce qui est à la limite normale, presque. Ce qui est à la limite normal. S'il dérivait pas, ce serait presque anormal. Ce que je mets en avant dans le livre, et ce qui pour moi est problématique, c'est que on met cette pression en avant. C'est que dès l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on touche tellement d'argent qu'on doit rester droit dans ses bottes et être la personne que le club ou que la fédération ou que la marque veut représenter. Et c'est ça qui est dommageable, c'est qu'on va rendre tabou, on va sacraliser une vie ascétique, alors que finalement, ça reste un jeune comme un autre, qui a le droit de vivre comme un autre. Rio, vous, parce que nous, on voit ça en tant que, à ce que je sache, vous n'êtes pas professionnel de foot. J'ai une grande carrière dans... Il a été. C'était très confidentiel. Le numéro 6, il cherchait, c'était très confidentiel. Rio, nous, on a un point de vue extérieur, en tant qu'amateur de sport, quel qu'il soit. Vous, dans les vestiaires, vous savez ce qui se passe? Vous savez qu'un tel a tendance à sortir beaucoup, vous savez qu'un tel a un problème avec sa femme, vous savez qu'un tel n'aime pas forcément que les femmes, vous savez que lui, il ne peut pas blairer les homos, vous le savez entre vous? Oui, bon, peut-être pas la dernière, mais... Ah ouais, la dernière, moi, j'ai jamais ça vu c'est un ça. tabou qui reste? Non, mais j'ai jamais vu, jamais côtoyé en tout cas un homophobe. Il n'y a pas d'homosexualité dans le foot? Ah ça, je sais pas. Honnêtement, on m'a toujours dit, c'est sûr qu'il y en a, c'est obligé, mais moi j'ai jamais rien vu. Alors ça, très intéressant, ce tabou justement. Est-ce que c'est un tabou? Mais c'est vrai que le chapitre sur l'homosexualité, c'était l'un des plus durs que j'ai dû écrire. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, officiellement. vous avez... Donc comment tu vas faire un chapitre entier sur ça, Oui. sur citer des études universitaires, des témoignages, alors que c'est le vide intersidéral sur cette question? C'est extrêmement difficile, c'est un véritable tabou. Donc, Rio, vous savez, vous, que... Bien sûr, on sait celui qui aime bien faire la fête, celui qui déconne, celui qui veut envie de s'amuser avec ses nanas, tout se sait, mais après, voilà, secret de vestiaire. C'est secret de vestiaire. C'est sacré, comme on dit, hein, c'est des choses qui sortent pas. Je pense que c'est comme dans tout type de boulot, hein. On est au courant de ce que font les autres, mais voilà, moi en tout cas, j'ai toujours été du principe, chacun fait sa vie et ça ne me regarde pas en tout cas la vie externe du football. Pierre, vous parliez justement de l'homosexualité, alors notamment celui-là, qui a été difficile. J'avais une question. Est-ce que chaque sport a son tabou? Parce que par exemple, l'alcool dans le rugby n'est pas tabou. Alors ça le devient. L'alcool en Angleterre n'est pas tabou. Ça le devient de plus en plus. Mais est-ce que chaque sport a son tabou? Alors je n'aurais pas la prétention d'avoir une réponse à la question à dire que chaque sport, parce que je ne suis pas spécialiste de tous les sports. Peut-être que dans le patinage artistique, il y a un tabou particulier que je ne connais pas, parce que je ne connais pas ce sport. Mais là, je prends le cas du rugby par rapport à l'alcoolisme. C'est vrai que notre Parce qu'on rappelle que culturellement, la troisième mi-temps... Mais par exemple, de plus en plus, c'est pour connaître des gens, justement, et que j'ai côtoyés à l'adolescence, qui sont devenus ensuite, qui sont passés par des centres de formation et par le pôle espoir de Marcoussis en rugby, qui de plus en plus, du fait de la professionnalisation, ont oublié l'essence de la troisième mi-temps. L'alcoolisme dans le rugby, c'est vraiment dans le cas du rugby amateur. Aujourd'hui, dans le rugby professionnel, il n'y a plus vraiment... En tout cas, l'alcool devient un tabou, comme dans le secteur footballistique, comme sur le sport, le football, le rugby. Dès lors qu'on met en avant une contrainte économique, une contrainte de résultat qui amène des résultats économiques, on va s'imposer une vie
assez sérieuse, on va interdire le tabac, interdire l'alcool, interdire la drogue, interdire le dopage. Et donc, est-ce qu'on va rendre la consommation tabou? Mais en tout cas, le cas du rugby est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, du fait de la professionnalisation, on a perdu, entre guillemets, cette ferveur liée à on le voit l'alcoolisme. d'ailleurs quand ils font des déplacements en Nouvelle-Zélande, etc., où ils ont plus des quartiers libres comme avant. Ils ont des quartiers libres, ils doivent rentrer à une certaine heure, Ouais. alors qu'avant c'était. Ouais, surtout que c'était quand tu pars liberté. très très loin, ils pensent que c'est pas vu et il y a eu 2-3 accidents Et qui puis, sont il y a montés. eu aussi beaucoup d'histoires quand Ouais. ils font les stages de pré-saison. Les mecs ils boivent un peu et Bien sûr. tout ça, je pense que, à mon avis, il y en a plus que ce qu'on ne lit. Il y en a, alors ça, mais c'est vraiment ce que je dis dans le bouquin, c'est que c'est pas, comment dirais-je, une dénonciation, c'est Oui. de montrer qu'il n'y a pas de conséquences dommageables. Il y en a et ce n'est pas grave. Oui, parce que la dernière fois, ils n'ont pas bu, ils ont joué contre l'Angleterre. Par exemple, mais aussi il y a des fois aussi, moi je cite le cas par exemple d'Arsenal avant l'arrivée de Wenger, et quand Wenger en 96 arrive à Arsenal, la tradition du club, l'espèce de moyen d'intégration, c'était tous les mercredis au pub. Tous les jours, le mercredi, aller au pub et aller s'en foutre plein pour une bonne rasée d'alcool, parce que c'était un moyen de socialisation et d'intégration. C'est pas pour autant qu'Arsenal, entre 80 et 90, s'est écroulé sportivement. Ce que je mets en avant, c'est que c'est... Je ne dis pas non plus que c'est très bien de boire. Ce que je dis, c'est qu'il y en a, et pourquoi le diaboliser? Pourquoi mettre en avant le danger qu'un joueur... Quand, par exemple, encore très récemment, on mettait les cas en avant, on mettait en avant Marco Verratti, blessé au PSG, qui a On failli ne pas suspectait de jouer, sortir un petit peu trop. qu'on suspectait. Tout le monde sait qu'il sort, et c'est pas pour autant que c'est un mauvais joueur. Alors oui, on va me dire qu'il se blesse souvent, ça serait à cause des blessures, enfin, à cause de sa consommation d'alcool ou sa consommation de tabac. C'est pas pour autant que c'est un très bon joueur. Donc c'est pas ça qui va l'inquiéter sur sa carrière. Rio, je reviens, parce qu'en fait, vous êtes un peu notre trait d'union entre une génération qui n'est pas si lointaine, en fait, et on dirait qu'il y a un gouffre qui sépare quand vous avez démarré les folles années de Bordeaux, ou même quand vous avez débuté à Lille. Les joueurs, vous aviez affaire à des éducateurs, des entraîneurs, à un préparateur physique éventuellement. Là, maintenant, on a l'impression qu'en plus, vous avez des profs de marketing, des profs d'économie, des profs de médias, Community manager. des coach managers, des community managers. Ça devient hallucinant. C'est-à-dire que maintenant, les sportifs sont devenus des marques et les plus grands sont des entreprises. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein, Voilà, aujourd'hui, les joueurs, c'est une marque. Et de toute façon, quand tu signes dans un club, tu sais que tu dois avoir une image à tenir. C'est peut-être pour ça qu'on essaie justement de mettre tous les joueurs, on va pas dire dans une case, mais de faire en sorte que l'image soit propre, carrée, Ouais, lisse. et qu'il n'y ait rien à côté. Ouais. Et si je vous lance là-dessus, c'est parce que dans votre livre, donc je le rappelle, Rio Mavuba, capitaine de ma vie, page 180 sur le paragraphe Prague, vous expliquez que en fait, vous avez senti une volonté de la part des dirigeants de vous prendre en tant que joueur, puisqu'ils vous ont fait signer 3 ans à l'âge auquel vous avez été même surpris, je crois, vous avez dit c'est vraiment un signe de confiance. Et en fait, moi quand j'ai lu ce passage, j'ai eu le sentiment qu'ils se sont payés un produit dont ils avaient envie, ils l'ont mis en vitrine, ça n'a pas plu et ils l'ont viré, mais dégagé comme si de rien n'était. Non, ça n'avait plus. Ça n'avait plus à l'entraîneur qui m'a fait venir. Après, ils ont changé d'entraîneur. Ils ont changé d'entraîneur, Mais et je puis il y a comprends eu des ce que problèmes avec les supporters et tout, mais Ouais. quand on le lit comme ça froidement, on a vraiment, c'est totalement déshumanisé. C'est-à-dire qu'un sportif comme vous, un joueur de foot ex-international qui a fait la Coupe du Monde et tout, c'est pas grave. Si ça plaît pas, mais on le change comme mais si. Ça, c'est la. Et vous le dites, c'est vous le malheureusement la dites, loi du. certains joueurs sont devenus des marques, c'est une réalité dont les dirigeants et les supporters doivent désormais s'accommoder. Ouais, c'est la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, il y a tellement de joueurs, que si avec un, ça marche pas, tu Ouais, il y a dégages. tellement de joueurs, il n'y a pas tellement Ouais, de mais- joueurs à Bouba, quoi. Mais là, c'est- c'est vous qui êtes gentil, là. Mais... Non, mais ça se saurait. Mais c'est quoi. l'investissement Regardez le qui est PSG, vous consenti. cherchez. Non, mais vous comprenez ce que Non, je comprends tout à fait. Moi, je l'ai lu, j'ai été. C'est l'investissement qui est Ouais, consenti. ouais. C'est le fait que les clubs en question doivent mettre en avant 5, 10, 15, 20 millions d'euros et qu'ils veulent avoir un retour sur investissement. Là, quand Oui, mais Pierre, Quand vous dites Rio, c'est on vu le comme un connaît, c'est produit- pas un jeune Non, mais joueur, on bien sait, sûr, on mais sait de quoi bien il est sûr, capable. Bien sûr, bien sûr. Quand mais- on le fait venir avec Bien Xavier sûr, à mais Prague, du à fait de la enfin, financiarisation et de la montée du capitalisme footballistique, forcément aujourd'hui les dirigeants sportifs des clubs professionnels ont d'abord comme résultat premier la rentabilité Ouais, c'est la économique. priorité. C'est la priorité. Ouais. Donc quand on va aujourd'hui acheter un joueur, c'est un être humain, mais c'est aussi un actif financier.
Mais c'est pas surtout un actif financier, c'est pas ça qui Ça le devient de plus en plus, et ça le devient des d'autant comportements plus. tels que celui-là, on parle pas à l'humain, quoi. Ah oui, mais après, c'est un problème de... Non, parce que les clubs pensent comme ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui marchent avec cette sorte de trading de joueurs Oui, là, bien sûr. qui vont recruter Un des terme jeunes en joueurs. plus, Voilà. un terme, juste le terme trading joueur. Ouais, voilà, ça veut tout dire. On mêle boursicotage, Marchandisation, spéculation boursière et être humain, joueur de Bien sûr. foot. Moi, je trouve ça... bref, c'est un autre débat, mais c'est vrai que voilà, sur le côté retour sur investissement, le joueur aujourd'hui doit présenter une vie parfaite parce que c'est un produit financier, un produit marketing. Et c'est malheureux, on est d'accord, c'est malheureux. Il n'y a plus ce côté humain, cette relation qui doit sûrement exister entre le coach et les joueurs. Mais les dirigeants, encore plus aujourd'hui avec les investisseurs étrangers dans le foot européen. Quand on prend la France par exemple, les nouveaux dirigeants du football français à Bordeaux, à Marseille ou ailleurs, à Monaco, viennent dans un but de lucrativité. Et ce but de lucrativité impose une logique marketing, une logique économique. Il faut faire de l'argent. Rio, est-ce qu'aussi, là maintenant, par rapport à ce que vous avez connu, on n'en demande pas trop aux joueurs? Parce qu'un joueur de foot, c'est quoi? C'est avant tout un athlète qui a envie de taper dans un ballon. Est-ce que, du coup, comme ils ne sont pas aptes, ça saurait que les mecs aient fait HEC, l'ENA, Sciences Po... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vous avez les capacités. Bien Les évidemment. capacités, on les a, mais on n'a pas le Donc, temps. vous avez un entourage considérable. Donc, dans cet entourage considérable, on peut imaginer qu'il n'y a pas que des personnes bienveillantes, sans parler de l'entourage de la famille. Comment on fait pour gérer humainement tout ça? On en demande trop aux joueurs. Comment, en plus, les joueurs arrivent après sur le terrain à être bons? Ouais, on en demande, pour moi, beaucoup. En fait, déjà, dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité, alors que dans d'autres corps de métier, parfois il y a pire ou même la même chose. Ça n'a pas la même importance. Mais bien sûr, totalement. Et on l'a vu avec les histoires de certains joueurs qui ont un petit peu dérapé. Et tout. comme tu as dit, même Ça ailleurs, prend c'est une- accepté. Ouais. Tu prends la consommation de cocaïne qu'il peut avoir au CAC 40 ou la défense. Je peux dire La que c'est- défense, pas la défonce. La défense. Et c'est même pas, enfin, c'est pas que c'est accepté, c'est que c'est connu. Mais c'est un c'est devoir pas- d'exemplarité. autant que- ouais, voilà. Oui, mais c'est un devoir d'exemplarité et d'excellence qui est impossible à atteindre. Ça amène des burn-out, des gens qui pètent des boulards, quoi. Bah, je sais pas si on a eu des burn-out dans le football. Non, à part le dernier d'Adil Rami, j'ai pas vu de Oui. burn-out. J'ai pas vu de burn-out. Non. Enfin, je sais pas, je suis pas au courant, mais. c'est Alors, compliqué. bon, on voit la pression effective liée aux marques et à la marchandisation, mais est-ce que c'est pas aussi notre faute, nous, les médias? Ah bah, c'est à vous de poser la question. Hein. Bah, Nous ne sommes que consultants. Ouais, chez RMC Sport, je tiens à le préciser. Mais nous en tout cas, moi en tant que joueur, je pense que les médias, ils ont leur part aussi, parce que à l'époque, pour je vais dire un exemple bidon, pour être en une, ou avoir une double page ou une page dans un journal, un quotidien qu'on connaît très bien, il fallait faire, je sais pas, 6 mois ou 8 mois ou un an où tu étais vraiment bon, et là on disait, ah, on parle de lui. Aujourd'hui, un jeune, il arrive, il marque 2 buts, tout de suite il va être porté tout en haut. Donc voilà, c'est un peu un... On a besoin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a besoin de rechercher une nouvelle star, de rechercher une... Et du coup, ça fait tout péter. Hein. J'irai pas jusqu'à dénoncer les médias mainstream, on va dire, comme ce fameux quotidien. C'est plus, à mon sens, et après c'est mon opinion personnelle, mais c'est plus cette démocratisation de l'information, notamment avec les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que l'information, elle est continue. Elle est continue, et quand on suit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, instantanément, on a de l'information. Et au-delà de l'information, on a de la volonté de clic. Et cette volonté de clic de la part de personnes qui ne sont pas souvent qualifiées, parfois les gens qui dirigent des sites internet autres que les sites connus, c'est souvent des gens qui ne sont pas du tout issus du sérail, qui n'ont aucune carte de presse ou autre. Oui, mais ça, le sport fait vendre, la Oui, mais rumeur, qui le veulent ragot des sur les clics, sportifs. qui veulent des clics. Et donc mécaniquement, vont survendre ce joueur qui a fait un match et ça y est, c'est nouveau Zidane. Parce qu'on a envie, on a envie d'avoir des vues. Et c'est cette espèce d'ouverture à la concurrence au marché de l'information qui fait qu'on a le quotidien connu de presse sportive, mais sur Internet, Ouais, quand on va sur Twitter, on a 10 000 liens possibles, plein d'informations, parfois des choses qui sont totalement absurdes et totalement fausses. Très souvent, moi je pense notamment pour le cas espagnol avec Neymar par exemple, Ouais. très souvent on a des fake news et les gens laissent traîner, laissent couler sans que ça dérange quoi que ce soit. C'est ça, à mon sens, c'est pas les médias, c'est l'ouverture à la concurrence, c'est la montée de la démocratisation de l'information. Et c'est à mon sens ce qui est inquiétant aujourd'hui. Mais les médias, il y a moi je trouve qu'il y a un effet pervers sur les médias. Vous parliez tout à l'heure de la une, Rio. Est-ce que ça génère pas des jalousies, hein? Lui, il est passé 2 fois, moi je suis pas passé. Ils ont fait un gros plan, il a été interviewé en fin de match.
Parce que s'il passe plus que moi, il va commercialement, il va valoir plus que moi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nouvelle compétition qui est la compétition d'avoir le plus gros salaire aussi? C'est Il y un a peu pas la la compétition, compétition. j'imagine, je sais pas, mais c'est connu, la compétition des stats. Ouais, peut-être plus en stade, je dirais. Ouais. Plus en stats? Plus Ben, les stats est-ce que passer à la télé et faire des unes, ça rentre pas dans les stats aussi? Non, passer à la télé, je pense pas. Parce qu'après, ça dépend du caractère de chacun. Il y en a qui vont aimer ça, qui vont pouvoir discuter facilement. Il y en a qui seront moins à l'aise, qui iront pas. Donc, mais plus dans les stats, je dirais. Plus dans les stats et après dans la manière dont est tourné les stats par les médias. Ouais. Parce que moi, je vais prendre l'exemple, par exemple, de quand on fait champion, tu as Eden Hazard qui était le petit prodige. Tu avais Gervinho, voilà, je ne vais pas dire ce qu'il est, mais ça reste le joueur africain, qui avait des meilleures stats et qui a peut-être fait une meilleure saison. Et le meilleur joueur de la saison, ça a été Eden Hazard. Et pourtant, Gervinho, il avait des stats folles aussi, mais on n'en parlait pas plus qu'un Eden Hazard. Alors, ouais, ça serait peut-être un autre problème, je sais pas si tu voulais en parler, mais Oui, vas-y. le racisme. Non, Est-ce mais que ça, c'est une question... Bon, alors justement, parfait. Merci Voilà, Pierre. mais non, mais C'est la je fin de la trouve première que c'est partie étonnant. parce que Pierre a vendu la mèche pour la deuxième partie. La deuxième partie, on va commencer La sur teasing. un C'est tabou du teasing. et un véritable promène dans l'univers du sport. On voit ça juste après. Sport Palab, deuxième partie, sport, le monde du silence, toujours accompagné de Pierre Rondeau avec le livre Les tabous du foot aux éditions Solar et toujours accompagné avec Rio Mavuba, capitaine de ma vie, dans pas longtemps la soirée, la nuit de Makala au Zénith de Lille. Messieurs, on a vu en première partie toutes les difficultés inhérentes au métier de sportif de très haut niveau. Il y a un tabou, enfin il y a un sujet que vous avez dévoilé en fin de première partie, Pierre, qui dépasse même le principe du tabou, qui est le racisme dans le sport. Alors on a déjà fait plusieurs émissions autour de ça. Rio, je sais que vous êtes vigilant sur ça, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Comment ça se gère dans un vestiaire quand il y a des tensions raciales? Quand on sait qu'un vestiaire est quand même une mixité... Qui peuvent exister dans le vestiaire ou Ouais, déjà dans un vestiaire, est-ce que ça existe? Dans le vestiaire, non, franchement. Franchement, j'ai jamais... Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, de Paolo Di Canio, à l'époque de la Lazio de Rome, franchement, je sais pas comment les mecs ont fait. qui était un club, Je franchement... sais pas comment les joueurs ont fait. Il était fasciste, clairement. Il fait du nazi devant la tribune, c'est caché, donc ça existe. Il n'y a pas de racisme au sein d'un vestiaire. Vous avez jamais entendu parler de quoi que ce soit à ce niveau-là? Non, franchement, j'ai pas. En tout cas, dans mes vestiaires, les vestiaires que j'ai côtoyés, j'ai rarement vu ça. Peut-être, mais c'était pas du racisme. Peut-être à Prague, quand ils ont vu beaucoup d'étrangers arriver, et pas forcément que des joueurs de couleur, des noirs. Ils ont vu beaucoup de joueurs étrangers. Et quand je parlais avec un Tchèque qui a joué en Europe, lui, enfin qui a joué en France et qui me disait. En fait, ils vous voient plus arriver comme des mecs qui vont prendre leur job. Donc c'est plus de la jalousie. Voilà, c'était pas vrai, c'était pas du racisme. Mais ça créait des dissensions dans le groupe. Mais sinon, on n'avait jamais vécu de... Mais sinon, le racisme, c'est un véritable tabou dans le sport. C'est-à-dire, les institutions font pas ce qu'il faut, les clubs font pas ce qu'il faut. C'est toute la définition qu'on porte à tabou. Tabou, ça serait fermer les yeux. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités, la fédération, la ligue ferment les yeux ou agissent véritablement? C'est bien un sujet, je pense que... Oui, Là, ils c'est ferment ça. les yeux, clairement. Oui, justement, c'est ça. C'est parce que si vous aviez interrogé le président de la ligue ou le président de la fédération française de football, tout le monde vous aurait dit non, on lutte, même de la FIFA ou de l'UEFA, tout le monde lutte efficacement contre le racisme. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, quand il y a un joueur du Napoli, Koulibaly, qui se fait huer par tout un stade, que tout le monde est au courant, que l'arbitre est au courant, mais qu'il ne fait rien, et que personne ne fait rien, et qu'on ferme les yeux, et qu'à la fin du match, il se prend un carton rouge, parce qu'il a moqué les supporters adverses. Et ce carton rouge est ensuite maintenu par la Fédération italienne de football. Voilà. Le tabou, il est là. Le tabou, c'est qu'on ferme les yeux. Mais est-ce que ça, c'est dû, si les instances ne font rien, c'est dû à un problème vis-à-vis des enjeux économiques?
Oui, mais un enjeu économique, ce serait aussi de dire que tout le monde doit être considéré comme un consommateur à part entière, qu'on soit noir, blanc, jaune, roux, n'importe quoi. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. On sait la difficulté que c'est d'arrêter un match, de le reprogrammer, les télés, tout ça. Ils ont des pressions. Alors, bien évidemment que c'est pas la pression de acceptable. l'image aussi. La pression de l'image d'une chaîne de télé qui diffuse sûr. un match. Ce que tu où vas on entend vendre, les cris ce de que tu vas singe. offrir, bien sûr. Bien sûr que oui, il y a ça aussi qui joue. Vous l'avez L'image re- que ça renvoie. Vous l'avez senti, vous l'avez vécu, vous, Rio? Je le raconte un peu dans mon livre, mais pas comme l'a vécu Koulibaly ou même Eto'o ou même Dani Alves quand on lui jette la banane sur le terrain. Ça a été plus à la fin du match avec nos propres supporters à Prague où on gagne et donc c'est une coutume, tu vois, ils tapent dans les mains des supporters et là on commence à taper et puis là tu vois des mecs qui se retirent, tu vois. Putain. Au début tu dis ouais, qu'est-ce que c'est, tu comprends pas, puis après tu en as 4-5, tu vois, il y avait 300 supporters, il y a au moins 5-6 mecs qui sont retirés. Là tu dis ouais c'est bizarre, puis moi j'étais le premier on va dire des joueurs étrangers, donc j'ai attendu les autres, ils m'ont dit ouais c'était la même et tout. Et à partir de ce jour-là nous on n'a plus jamais refait ce truc, mais c'est vrai que les clubs ou les instances ils n'agissent pas du tout. Pas du tout, parce que c'est un truc qui dure et franchement ça fait combien de temps que ça Bien existe? sûr que oui. On l'a vu encore très récemment, avant la Coupe du Monde, en Russie, avant que la Russie organise la Coupe du Monde, le match Russie-France, les joueurs français étaient hués et ont reçu des pots de banane. C'est pas pour autant que la FIFA a dit on condamne la Russie. Les champions du monde. Avant le mondial, hein, mais c'était en 2017. En 2017, le match Russie-France, les supporters russes envoient des pots de banane. Non, on est où là? On est au 21e siècle. Et la FIFA ferme les yeux. Il dit, et pourtant, il y a non, mais après, c'est un autoracisme. Non, mais c'est très joli avant les matchs de Ligue des Champions. Les matchs de Ligue des Champions, on prend la photo avec l'image, c'est très bien. Là, aujourd'hui, moi, je serais pour qu'il y ait ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dès lors que l'arbitre ou qu'un joueur entend des cris de singe ou des insultes racistes dans le stade, on arrête la rencontre. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que malgré tout ça, qui est quand même humainement insupportable à vivre, on demande à tous ces sportifs d'être irréprochables, aseptisés. Oui, mais ils ne vont pas insulter les supporters à base de... Tout ça parce qu'ils valent des fortunes. Non, mais très bien, mais là c'est autre chose. Oui, non, mais là, on est d'accord. L'humain. Non, mais même par rapport à tout le reste. J'abonde dans votre sens. Je trouve ça... Je vais pas dire parce que je gagne un SMIC, je vais avoir le droit d'insulter un millionnaire. Mais c'est pour ça que je conforte ce que vous êtes en train de dire en disant que, en relevant le fait que c'est devenu hallucinant tout ce qu'on demande à un sportif, à un seul homme, d'assumer, d'assurer, de supporter. Et on le soutient pas assez. Et on le soutient pas assez. Bien sûr. Alors, tout ça pour arriver à la deuxième partie de la deuxième partie, qui est en fait Rio. Quand on voit et quand on entend tout ce dont on vient parler, il y a un moment qui est fatidique et qui arrive à tous les sportifs, à tous les grands sportifs quels qu'ils soient, c'est une fin de carrière. Dans votre livre, vous en avez parlé aussi, Pierre, qui est un moment tragique pour certains et qui est un moment révélateur pour d'autres, comme je pense, vous l'avez même commencé avant, on va parler de votre orphelinat à Cala, où vous expliquez dans votre livre que quand vous arrivez le jour de l'inauguration et que vous avez une vingtaine d'enfants devant vous qui vous applaudissent en disant « Merci Rio », vous êtes submergé par l'émotion, je cite, et que ça, en fait, quand vous êtes là-bas, ça vous replonge dans la réalité des choses, à l'essentiel de la vie, c'est une belle leçon de vie. Est-ce que ça, c'est ce qui vous a permis, même si vous n'aviez pas les phrases que d'autres, de revenir sur Terre, de retrouver un sens à la vie, de sortir un petit peu de cet univers complètement démesuré, complètement fantasque, qu'est l'univers, le vôtre sportivement, de foot? Est-ce que ça, c'est nécessaire pour se reconstruire presque? Je ne sais pas si c'est nécessaire. Moi, c'est ce que j'avais envie en tout cas. J'en ai eu besoin, je l'ai fait et ça m'a permis en tout cas ça m'a permis de se rendre compte qu'on a, j'ai pas attendu ça évidemment, mais qu'on a beaucoup de chance. On s'en rend pas toujours compte et c'est vrai que quand je suis là-bas, ben là, même moi, ça me remet en question. Je me dis, putain, des fois, je suis là à me plaindre pour rien, alors que eux, justement, avec rien, ils sont déjà heureux. Et c'est là où, voilà, tu te dis, faut pas perdre la tête. Mais c'est sûr que ce moment-là, pour moi, ça restera un moment gravé dans ma vie, c'est clair. Alors, je parle de vous, mais on va le voir dans le sujet de Cynthia Nzetia, c'est que Rio n'est pas le seul, que d'autres sportifs le font. On regarde tout de suite. Véritable star du ballon rond, les footballeurs restent tout de même des hommes au grand cœur et n'ont pas oublié un continent qui, pour la plupart d'entre eux, est la terre de leurs ancêtres.
À l'instar de Rio Mavuba, qui n'a pas attendu la fin de sa carrière pour redonner aux autres ce que sa carrière de footballeur international lui a donné. Avril 2009, l'ancien capitaine des Dogs crée un orphelinat à Makala, un des quartiers les plus pauvres de Kinshasa en République démocratique du Congo, pays de ses origines. 10 ans après sa création, les orphelins de Makala, c'est plus d'une centaine d'enfants encadrés, hébergés et scolarisés grâce aux fonds récoltés par l'association. Mais Rio Mavuba n'est pas le seul footballeur à s'être lancé dans l'humanitaire durant sa carrière. Comme son illustre aîné, Blaise Matuidi et les membres de sa famille ont mis en place une fondation, Les Tremplins. Le but de cette association est de permettre de détecter les enfants en situation d'échec scolaire en France et au Congo et de leur permettre, par l'intermédiaire d'une activité sportive, de retrouver un rôle dans la vie sociale de leur ville. Les grands noms du football africain se sont eux aussi lancés dans l'humanitaire, comme Samuel Eto'o, qui par le biais de sa fondation paye la scolarisation des enfants défavorisés au Cameroun et dans sa sous-région. Il faut dire que la générosité de ces sportifs ne connaît pas de frontières, ils sont de plus en plus nombreux à se mettre au service d'une population délaissée par les politiques. Rio, quand on voit ce sujet, on a le sentiment que, alors en plus quand on lit votre livre, on le comprend d'autant plus qu'il y a un devoir de transmettre, il y a un devoir de rendre un petit peu de votre part. Oui, c'est important parce que moi j'ai eu la chance d'arriver avec ma famille ici, d'avoir on va dire une deuxième chance. Et je pense que c'est important d'aller rendre aussi au pays d'origine. Alors ce qui est bien en tout cas dans votre sujet, c'est que vous mentionnez bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui le font, pas que vers l'Afrique, et vers chacun dans ses pays d'origine, ou même il y en a qui le font en France. Et ça, je pense que c'est important, on n'en parle pas suffisamment. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup d'entre eux qui sont venus me demander, Mamadou Sakho, Blaise, qui me demandaient des conseils, même d'autres artistes comme Soprano, qui m'ont demandé comment j'ai fait. Donc ça, pour moi, ça a été presque une fierté de me dire que moi, en montant mon association, eux sont venus et ont monté la leur derrière. Donc ça, c'est une Et grande quand fierté. vous montez une association telle que celle-là, est-ce que vous avez aussi un comportement, je dirais, impitoyable, c'est-à-dire là, on ne fait pas de business? Est-ce que vous mettez tout de suite, vous avez eu obligation pour vous méfier de ceux qui pourraient se servir, se rapprocher un petit peu pour donner une belle image de marque? Oui, on soutient Rio Mavuba, la marque. Est-ce que là, vous avez mis des barrières? Ah, mais déjà, moi, c'était ma hantise, entre guillemets, quand j'ai commencé à Ah ouais, faire ça. carrément. Ah oui, je me dis, j'ai pas envie qu'il y ait un truc, je veux que tout soit carré vraiment de A à Z, parce que on sait jamais, on a vu tellement d'associations où il y avait des scandales. détournements, voilà. Ouais. Donc j'ai dit, moi, je veux que tout soit clair, et j'ai bien attendu que tout soit clair, carreau, et après j'ai foncé, quoi. J'ai foncé pour faire ça, mais c'est vrai que évidemment qu'il y a des gens qui veulent se greffer à ça, il y a toujours des gens qui veulent profiter. Mais il y a un élément, je rebondis sur justement ce que tu disais, que beaucoup de footballeurs veulent s'investir et donner de leur temps et de leur argent pour des aides. Moi, il y a un élément qui me surprend toujours quand j'étudie l'économie du football, c'est de savoir que 98% des footballeurs professionnels sont syndiqués. 98% des footballeurs sont inscrits à l'UNFP qui fait justement aide et soutient la reconversion, les footballeurs, leur formation et les aide à les amener vers la création de fondations, d'associations et autres. Quand on compare avec le reste de l'économie, en France notamment, il y a 7% de syndiqués, tous secteurs confondus. Dans le football, ils sont 98%. Donc on est très loin Mais un de... syndicat puissant? L'UNFP, c'est Ouais, très ouais, puissant. ouais, L'UNFP, ouais, c'est quand même, pardon. en France en tout cas. Ouais. Et donc on est très loin de l'image du footballeur milliardaire, millionnaire, prétentieux, hautain, qui pense qu'à lui et qu'à lui seul. Le footballeur, à mon sens, c'est aussi quelqu'un qui a envie de donner aux autres, qui reçoit beaucoup et qui en échange veut aussi beaucoup donner. 98% de syndiqués. Rio, avec tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, là en même temps que Pierre était en train de parler justement de ces footballeurs syndiqués, je me dis mais comment on fait pour ne pas devenir paranoïaque? C'est-à-dire comment on fait pour se méfier, pour être encore, enfin pas se méfier, mais comment on fait pour être encore bienveillant, ouvert aux sollicitations, attentif, où on se dit 98% des gens me voient comme, pas $1, mais €1, et ils se disent je vais me greffer dessus, et comment on fait? Faut pas s'étonner qu'il y a certains qui restent dans leur bulle par rapport à ça. Je pense des joueurs qui sont très très hauts. Il y a certains ils sont obligés de rester avec leurs amis. Par exemple, le cas Neymar, on le voit, il est toujours avec ses amis, ses proches. Tu m'étonnes, derrière, quand les gens y viennent, tu sais jamais, tu t'interroges tout le temps.
Moi, des fois, on me le dit, des fois, t'as l'air d'être parano parce que je me méfie de plus en plus. Peut-être quand j'étais jeune, quand tu débutes, peut-être que t'es plus naïf. Tu vois là, les gens ils viennent autour de toi. C'est flatteur, ça fait plaisir. Ouais, voilà aussi. Donc, mais après, tu arrives quand même à sentir les Mais ce coups genre de Allez choses, voir venir. Oui, oui. ce genre de choses est aussi vécu par les gens qui gagnent au loto, par les gens qui Ouais, font bien fortune. sûr. Non, mais c'est pour Pas ça. que ouais. les footballeurs, c'est sûr, Ouais. mais oui, non, mais Enfin, tous les sportifs en général. Oui. tous les gens qui ont la lumière sur eux finalement Ouais, et qui vont susciter des jalousies ou des attirances mécaniquement forcément. Et je reprends sur le cas de l'UNFP, beaucoup de choses sont mises en avant et sont faites, non pas directement par les instances, par les fédérations, mais par les syndicats pour protéger les joueurs de foot, pour protéger les footballeurs. Qui parfois, certains... il y a une étude qui m'a choqué en écrivant le bouquin que j'ai découverte, de la FIFPro, qui est le syndicat international des joueurs, qui estime que 38 à 45% des joueurs ont vécu, vivent ou vont connaître une période de grande dépression. De grande dépression. Dû à. Alors, dû à la vie de footballeur, D'accord, oui. de la pression que ça peut avoir, mais je trouve ça énorme quand on le compare avec la moyenne nationale en France ou en Europe, qui est de 13%. Là, on a 30 à 40% des joueurs de foot qui ont connu, connaissent ou vont connaître. Je cite aussi, on l'a tous entendu dans la presse, le cas d'Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué qui a fait faillite, qui se retrouvait en dépression, qui se retrouvait enfermé chez lui dans une maison où il n'y avait plus d'électricité, plus de gaz, plus rien, divorcé, ruiné, enfin des cas de football. À des bailleurs qui Alors justement, j'ai plein d'exemples en tête. Donc, je voulais en venir à Emmanuel Adebayor parce que souvent je cite cet exemple où il raconte qu'à un moment il en était arrivé à un tel point qu'il en était tentative de suicide. Ouais. Et c'est là, je veux en revenir, vous parlez de l'AFP qui protège les joueurs, mais comment on fait pour se protéger de sa famille? Est-ce que surtout dans les milieux africains, Rio, la pression, et Adebayor l'explique très bien, la pression de la famille africaine, qui vous représentez une famille tout entière, un village, une ville, un quartier, comment on fait pour pouvoir supporter ça? Comment on fait pour se protéger de ses propres parents, de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur? C'est terrible. Ouais, après, faut pas tout généraliser non plus. On généralise pas tout, mais on prend un cas à part, oui, oui, évidemment, non, mais bien sûr. qui existe. Mais, On peut pas... évidemment, ça existe, faut pas et nier. notamment en Afrique, on Oui, peut oui, comprendre qu'il y a oui, des gens il y a- qui, pour le Il y a coup, quand tu réussis, on est d'accord. la famille, déjà on a des familles nombreuses, ça grandit, Ouais, ça ouais, grandit, ouais. ça grandit. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que parfois ça peut créer des tensions dans ta propre famille, avec tes frères et sœurs, avec tes parents, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est vrai que tu as ce rôle-là aussi, parce que tu as réussi, tu dois essayer aussi d'aider les gens. Moi en tout cas, dans ma famille, c'est ce que j'essaie de faire, c'est aider, pas qu'ils viennent à chaque fois, tu vois, t'es un peu la vache à lait qui distribue de partout, mais il faut essayer d'aider et après faire en sorte qu'eux s'en sortent aussi, mais qu'ils se servent de cette aide-là. Ouais. Votre orphelinat, Makala, c'est qui s'en occupe? Moi-même, on est une Non, mais comme dizaine. vous n'êtes pas tout le temps là-bas, c'est... Non, on est une dizaine, il y a une équipe qui est sur place. En fait, il y a 2 orphelinats, il y en a une qui est au Congo et une qui est en France. Ouais. Et ce sont des amis d'enfance en France qui gèrent ça. Ouais. Des amis d'enfance. Oui. Ok. Pierre, comment on fait pour gérer la famille? Moi, écoutez-moi. Moi, j'ai vu que vous avez remercié votre sœur pour les corrections dans le livre. Non, mais comment on fait pour gérer justement l'entourage proche quand on est un sportif de haut niveau? Moi, j'aurais pas la prétention de donner des conseils. Hein. Vous l'avez dit, on n'est pas du Sérail, contrairement à Rio. Nous ne sommes que des observateurs de l'extérieur. Moi, je le répète, dès lors que les instances, les fédérations et les syndicats font leur travail, tout doit bien se passer. Je mets en avant le rôle des syndicats qui est important, l'UNFP en France et la FIFPro à échelle internationale. D'ailleurs, diriger le directeur, le président d'honneur de la FIFPro, c'est Didier Drogba, qui fait beaucoup pour le football africain aussi, qui montre et qui a montré que beaucoup de clubs africains ont parfois des grandes difficultés à rémunérer à temps et en heure les joueurs de foot africains. Donc, le rôle... Des le clubs rôle et même des sélections. Comment ? Des clubs et même des sélections. Et même des sélections, bien sûr, Ouais. ouais, à tous les niveaux, les fédérations, les clubs qui ont vraiment du mal à rémunérer les joueurs en temps et en heure. Donc le rôle important des syndicats capables de protéger les joueurs, et aussi, on le répète, si elles font leur travail, le rôle des instances, des fédérations, des ligues, à prendre des mesures et des sanctions quand il le faut, et à protéger quand il le faut les joueurs. On reprend le cas du racisme. Le racisme, si on ne prend pas de mesures fortes pour annihiler ce fléau, ça continuera et ça persistera. En France ou ailleurs, dans toute l'Europe, en Afrique ou ailleurs, on aura toujours des cas de violence, ça soit racisme, antisémitisme, homophobie, peu importe. La discrimination existera toujours tant qu'il n'y aura pas de sanctions sévères qui seront prises par la FIFA, par l'UEFA ou par les instances. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le sexisme aussi. Les tabous dans le sport, dont
dans tous les sports. On a parlé principalement des hommes, du foot, mais on pouvait adapter ça à tous les sports de toute manière. Les femmes, les tabous dans le sport féminin? Alors, oui, je précise que dans le bouquin, je le dis en introduction, moi j'ai fait le foot masculin professionnel. D'accord. Beaucoup de gens m'ont rétorqué, mais où est le foot féminin, où est le foot amateur? Ah, Moi, t'es comme ça, toi. Je me suis arrêté par le sexisme au foot masculin professionnel. Le sexisme dans le foot féminin, en tout cas s'il existe, moi je vois pas ça comme du sexisme pour le cas du foot féminin professionnel. Si je prends le cas de la France, et de la France spécifiquement, c'est le manque de visibilité qui, à mon sens, est en plein boom. On le voit aussi à travers les droits TV. Les chaînes ont compris très rapidement que le foot féminin était très peu cher, mais pouvait générer beaucoup d'audience. Donc ça monte de plus en plus. C'est un retard considérable, c'est indéniable. Un retard considérable qui provoque des écarts salariaux considérables, mais ça commence à monter. Et ça arrive, là, la France va accueillir la Coupe du Monde féminine en juin prochain. Le sexisme, je ne sais pas si on peut parler de sexisme. Inégalité, Non, oui. mais les tabous dans les sports féminins, Alors, les mêmes? Alors, ce qui est intéressant, chose très intéressante, alors là, il me faudrait 3 heures pour en parler. Ça va pas être possible, Pierre. L'homosexualité, en tout cas, ou l'homophobie dans le sport féminin n'est pas du tout la même qu'un sport masculin. On est d'accord. Parce que le sport masculin est considéré comme hétéronormé, donc viril, et par définition, par cliché, l'homosexualité est considérée comme féminine. Alors justement, ça tombe 3 bien. heures de 3 heures de discussion. Non, je vous propose une autre solution. Regardez le replay de la chaîne officielle Stade Afrique et vous verrez qu'on a fait un sport palabre il y a 2 ou 3 épisodes sur l'homophobie dans le sport, un tabou sportif avec Pauline Ekambi, ancienne grande internationale de basket, et Emmanuel Picot, le patron des Gay Games qui ont eu lieu l'année dernière. Donc vous aurez des réponses concernant l'homosexualité dans le sport. Alors même si Pierre voudrait que l'émission dure 3 heures, moi aussi d'ailleurs, mais malheureusement on arrive au terme de cette émission. Je rappelle le livre de Pierre Rondeau, Les tabous du foot aux éditions Solar. Je rappelle le livre de Rio Mavuba, Capitaine de ma vie aux éditions Solar. La nuit de Makala le 18 mars à Lille, au Zénith de Lille, 19h, 3h minimum Minimum, ouais. de concert, 8e édition. Allez-y nombreux, c'est pour la bonne cause, c'est pour les orphelins de Makala. Moi, j'ai été ravi de vous accueillir sur ce plateau. Je dis un petit merci à RMC Sport, parce que bon, Pierre et Rio font partie de leurs équipes. Rio, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Pierre, un de ces 4. Bah, je l'espère. À votre prochain livre, Pour puisque vous écrivez un livre tous les 15 jours. De... Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, les replays, les réseaux sociaux, Sport Palabre, c'est la semaine prochaine, bien sûr. À bientôt, ciao.